Donc, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui pour cette visioconférence sur l'adaptation du domicile. On a la chance aujourd'hui de faire cette visioconférence en partenariat avec la structure Adaptia. Constance Leblanc, qui est ergothérapeute, qui va pouvoir justement échanger avec nous et nous présenter pas mal d'outils qui vous seront, je l'espère, très utiles. Charlotte Leblanc, qui est cofondatrice également d'Adaptia. Et nous avons également Pascal Massias, qui est responsable de Movadom Allier, car aujourd'hui, nous sommes en partenariat également avec la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Allier, qui est mise en place grâce au concours de la CNSA. Et donc, Pascal pourra aussi répondre à toutes vos questions, notamment sur le territoire de l'Allier. Il vous expliquera un petit peu son métier. Et donc, moi, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, Gwendoline Cotrez, donc je suis là pour animer et faire en sorte que tout se passe bien, notamment au niveau technique. Donc, j'espère que tout ira bien. Donc, aujourd'hui, cette visioconférence sur l'adaptation du domicile, donc en partenariat avec deux structures, Adaptia et Movadom. Et nous avons la chance d'être soutenus dans nos projets par plusieurs territoires via la conférence des financeurs, le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, l'Allier, qui est particulièrement mise en valeur aujourd'hui, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, l'Essonne et également le Morbihan. Et grâce tout cela au concours de la CNSA. Donc, on va commencer par vous présenter nos deux intervenants des deux structures. Donc, Constance, si tu le veux bien, je te laisse la parole pour présenter ta structure et les missions finalement de Adaptia. Vous m'entendez? C'est bon, Gwendoline? Oui, c'est bon, on t'entend, c'est parfait. Ok, très bien. Bon, merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette présentation aujourd'hui. Donc moi, je suis Constance Leblanc, ergothérapeute, et je représente donc la société Adaptia. Nous sommes un réseau national d'ergothérapeutes spécialisé dans l'adaptation du logement pour les personnes en perte d'autonomie. Voilà. Donc on s'occupe des visites à domicile, des essais de matériel, et on suit la mise en place des préconisations. Je vous en dirai un peu plus pendant la présentation. Merci beaucoup, Constance. Pascal, je te laisse te présenter également. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Donc, je suis Pascal Massias, je suis représentant de l'agence Movadom Allier. Donc, j'interviens dans tout le département de l'Allier et un petit peu le Puy-de-Dôme aussi, pour tout ce qui est accompagnement au déménagement des personnes âgées. Donc, j'interviens avant, pendant et après le déménagement pour organiser tout ce qu'il y a à faire. Superbe. Et donc, Pascal est à votre disposition, notamment via le chat, pour pouvoir répondre à vos questions sur ce type de changement de domicile. Et via le chat, on a également Charlotte qui est avec nous et qui pourra répondre à vos questions. Donc maintenant, eh bien, je vais laisser la main à Constance pour vous présenter son métier et sa conférence sur le thème de l'adaptation du logement. Très bien. Alors, hop, je prends le contrôle. Donc, déjà, un premier petit quiz. Ergothérapeute, est-ce que vous savez d'où vient le mot ergo? Donc, 3 possibilités. 1, donc, par conséquent. 2, loisir. 3, travail et force. Donc, je vous laisse 30 secondes pour répondre si vous pensez que la racine du mot ergo, c'est 1, 2 ou 3. Est-ce que tout le monde m'a entendu? Ah, ça y est. Alors, il doit y avoir, voilà, je vois qu'il y a des ergothérapeutes qui sont dans les personnes qui écoutent, donc c'est un petit peu de la triche. Mais tant mieux, au moins, voilà, c'est bien. Alors, en plus, j'ai pas été sympa, c'est qu'il y a 2 réponses possibles. Donc, le 3 prend le 3, a priori, est sélectionné en priorité. Alors, il y a un piège. Voilà, il y a un piège. Alors, je vais vous donner la réponse. C'est que donc le numéro 1 marche aussi, puisque finalement, dans une citation de Descartes, qui est bien connue, qui est « je pense, donc je suis »,
le mot ergo, en fait, est utilisé et veut dire donc. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise plus facilement donc que ergo. Mais voilà, c'est quand même de la langue française. Et sinon, bon, en effet, c'est le travail et la force, puisque l'ergothérapie est un traitement qui est fondé sur l'activité et sur le travail. Alors, hop, je vais passer à la diapo suivante, si ça marche. Voilà, donc, un ergothérapeute, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un professionnel donc paramédical qui a pour but d'aider la personne donc, à conserver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne a des possibilités et l'objectif de l'ergothérapeute, c'est de lui permettre de garder le plus longtemps possible cette autonomie, mais aussi de retrouver des possibilités, puisque finalement, avec l'âge ou avec une perte d'autonomie, on perd la possibilité de faire certaines choses et donc peut-être qu'avec l'ergothérapeute, on peut arriver à retrouver ses activités, donc une autonomie et un confort dans le domicile et une autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Donc l'ergothérapeute, c'est d'abord un professionnel qui a une approche globale de la perte d'autonomie et de son évolution, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder juste une petite difficulté, on va regarder le fait, quelles sont les conséquences de cette difficulté dans le quotidien et dans l'ensemble de la vie de la personne. Mais donc l'ergothérapeute est un professionnel qui est formé aux normes qui sont donc en lien avec le handicap, la perte d'autonomie et l'habitat, ce qui permet du coup d'avoir vraiment une vision globale des choses à mettre en place. L'ergothérapeute, par ses 3 ans d'études, donc a la connaissance des maladies, de leur évolution, ce qui permet aussi de faire des préconisations à long terme, notamment au niveau des travaux. C'est vrai que quand on a une maladie qui est évolutive, autant essayer de faire en sorte que les travaux soient adaptés sur du long terme et non pas à un instant T. Et donc aussi, l'ergothérapeute a l'avantage et la possibilité de pouvoir intervenir sur le lieu de vie pour pouvoir personnaliser les aménagements en fonction donc de la personne et de son environnement. Dans un même immeuble, par exemple, un aménagement de salle de bain ne sera pas le même entre 2 voisins puisque leurs capacités et leurs habitudes de vie seront différentes. Donc, c'est personnaliser vraiment les aménagements. Alors là, je vais vous faire une petite mise en situation. Pour les personnes qui ont la possibilité, qui ont des toilettes qui ne sont pas trop loin. Pour les autres, je vais vous dire une autre option. Mais en tout cas, je vous propose que vous alliez sur vos toilettes, vous vous asseyez et vous vous relevez. Et pour une fois, vous êtes vigilant à voir si vous vous asseyez en prenant appui à quelque chose. Est-ce que vous prenez appui à la cuvette? Est-ce que vous prenez appui à un meuble, au mur, à quelque chose? Parce que finalement, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte parce que c'est une habitude qu'on fait sans réfléchir. Et donc là, j'aimerais que vous preniez 2 minutes pour aller aux toilettes, vous asseoir, vous relever et en revenant, vous m'indiquez de savoir si vous avez pris appui à quelque chose. Pour ceux où les toilettes sont trop loin ou qui n'ont pas la possibilité de le faire, déjà, vous pouvez vous relever de la chaise sur laquelle vous êtes assise. Regardez, donc en vous relevant et en vous rasseyant, est-ce que vous prenez appui à la chaise, à la table ou à quelque chose? Voilà. Et donc, j'attends vos réponses sur le chat. Je vous laisse 2 minutes pour voir un petit peu voilà, comment vous faites cette mise en situation. À tout de suite. Oui, c'est très intéressant, effectivement, Constance. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques, toi, souvent au domicile, des personnes qui te disent non, j'ai pas de difficulté et quand elles font ce test, se rendent compte qu'elles ont finalement une difficulté? Alors, c'est vrai que c'est souvent assez marrant parce que les personnes, quand je leur dis pour vous asseoir, vous relever, alors que ça soit les toilettes, c'est un exemple, voilà, mais ça peut être du lit, ça peut être du canapé, ça peut être de n'importe quel endroit. Les personnes disent non, j'ai aucun problème, et au moment où elles se lèvent, tac, elles prennent appui à quelque chose. Et en fait, ce sont des compensations qu'on fait naturellement. Donc, pour la personne, c'est pas une perte d'autonomie, et c'est vrai, puisque finalement, comme elle compense naturellement, à la limite, elle y arrive et tant mieux. Mais ça veut dire quand même qu'il peut y avoir une petite difficulté et donc en aménageant éventuellement quelque chose, on peut arriver à sécuriser ce transfert et à aider la personne. Voilà.
Mais bon, c'est pas pour ça qu'elle n'arrive plus à aller aux toilettes et qu'elle n'arrive plus à se lever de son lit, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est juste de la prévention, on va dire. Oui, et Donc puis là, en en tout cas, attendant. je vois qu'on a des personnes qui, pour l'instant, sont sans appui. Donc, je vais finir ma présentation. Ah, je vois Axel sur le montant de la porte quand même. Michel appuie sur la cuvette. Si. On a que Mireille, effectivement, qui n'a pas d'appui. Mais sinon, Axel et Michel nous disent quand même appuie sur la cuvette. Alors, peut-être Axel et Michel, si vous pouvez nous dire si vous vous en rendiez compte de ça, si vous l'aviez déjà évalué, parce que c'est ça aussi. Souvent, en fait, on se dit non. Est-ce que vous aviez conscience ou pas que vous preniez appui à la cuvette ou au montant de la porte au moment de vous asseoir ou de vous relever? Oui, ben, c'est ça qui peut être intéressant. Bon, en tout cas, on a Mireille et Michel qui n'ont pas de problème. Ah, et Michel nous dit oui, donc avec conscience. Ah oui. Ah, voilà. Donc, Axel, en effet, c'est un systématique. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on le compense sans s'en rendre compte. Bon, à la limite, tant mieux. Au moins, ça vous permet de pouvoir continuer à vivre votre quotidien sans forcément tout aménager. Donc, c'est très bien de le compenser naturellement. On va encore attendre quelques secondes, mais... Oui, que tout le monde soit revenu de son petit périple. On vous fait travailler ce matin, hein, c'est la D'ailleurs, visioconférence. Gwendoline, tu pourrais aller faire le Je test suis quand pas même. allée, mais oui, tu as raison. Bon, allez, je me mets au travail. Non, mais vous avez raison, tout le monde doit s'y mettre. Alors, est-ce qu'on a des retours? Sans difficulté, Denise, bah parfait, écoutez. Alors, Gwendoline, ta réponse? Pas de difficulté. Je sens qu'effectivement, pour le moment en tout cas, je n'ai pas besoin de barre d'appui, mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte en fait. En y allant, on se rend compte qu'il y a plein de muscles qui sont utilisés et je n'avais jamais été sur la cuvette en pleine conscience. Donc merci beaucoup. De ce moment. Matinale. Bon, bah, est-ce qu'on reprend? Est-ce qu'on attend encore un peu? Qu'est-ce qui nous a répondu? Est-ce que les autres sont revenus sans répondre? Il n'y a pas de problème, c'est juste savoir si... Ah, j'ai pas entendu Gwendoline. Non, ça a l'air d'être bon. Bah, si tu veux, tu peux continuer. Bon, alors, on va reprendre. Donc alors, ce qui est important pour rester chez soi, puisque je pense que c'est quand même l'objectif de 90% des personnes souhaitent rester chez elles. Mais pour ça, donc, il faut en effet que l'état de santé le permette, puisque voilà, et il faut aussi que l'environnement soit adapté, parce qu'un environnement qui n'est pas adapté peut être une grande difficulté au quotidien. Donc pour ça, c'est indispensable de sécuriser son domicile et de l'adapter aux capacités de la personne. Alors, on va venir un petit peu dans des exemples concrets. Une des premières choses, c'est d'éliminer les obstacles qui sont au sol. Donc souvent, on dit, ah, les ergothérapeutes, ils nous cassent les pieds, ils veulent tout le temps enlever les tapis. Bon, alors c'est vrai que les tapis, c'est une des premières choses qui est un risque de chute. Voilà, les fils qui dépassent, qui sont pas rangés, les rallonges qui passent au milieu de la pièce, les meubles, voilà, quand les appartements sont un petit peu encombrés en région parisienne, c'est vrai qu'on voit facilement des appartements où il y a très peu d'espace de circulation. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut essayer d'aménager l'intérieur de son logement, de pouvoir faire du rangement. On peut appeler Movadom éventuellement pour avoir un peu d'aide et de conseils pour faire le tri. Sécuriser les déplacements, donc essayer de limiter les sols glissants, d'éclairer les lieux. Voilà, c'est vrai qu'en sortant de sa douche ou en se déplaçant la nuit, on peut avoir des risques de chute, alors que pourtant on a l'habitude de se déplacer dans ces lieux-là. Mais voilà, à un moment, il suffit qu'on soit pas très en forme ce moment-là et hop, ça entraîne une chute.
Alors, quelques aides techniques pour l'instant sur tout ce qui est justement éclairage et déplacement nocturne. Il existe donc des petits autocollants que vous pouvez venir coller sur vos interrupteurs qui sont du coup luminescents et au moins la journée, ils ne se voient pas forcément trop. Et la nuit, ça vous permet d'identifier les endroits où il faut appuyer pour pouvoir allumer le couloir. Il existe aussi, donc ça c'est dans les grandes surfaces ou dans des magasins de bricolage, des lampes qui sont à détection de mouvement et qui permettent, voilà, pareil, au lieu de devoir aller appuyer sur l'interrupteur, automatiquement elle s'appuie dès que vous posez le pied par terre. Des chemins lumineux qu'on peut mettre autour du lit ou qu'on peut mettre dans les couloirs pour, pareil, éclairer l'espace de circulation. Alors là, c'est dans le cas des escaliers. C'est vrai que pour les personnes qui sont en maison, il ne faut pas attendre d'avoir l'impossibilité de monter ou de descendre les escaliers avant de les aménager. Pour le coup, une chute dans un escalier, ça peut être vraiment catastrophique. Donc voilà, il existe déjà les rampes que l'on peut mettre à droite et à gauche si l'environnement le permet, mais déjà des barres d'appui pour avoir un appui. Et après, les montes-escaliers qui, du coup, permettent de continuer à monter à son étage tout en étant en sécurité. Ce qu'on appelle des nez de marche pour pouvoir, en fait, limiter le glissement sur la marche, notamment, par exemple, sur des marches en parquet ou en carrelage. Voilà, le fait de pouvoir mettre un système autocollant qui du coup agrippe le pied et évite de glisser. Alors il y en a qui sont soit en plastique tout simple, soit avec un petit effet lumineux pour la nuit. Ah, j'ai le mauvais endroit. Alors, toc. Et donc du coup, après, pour la sortie de la douche, sortie de douche chez Baignoire, donc il y a en effet tous les tapis de sortie de douche. Donc ça, on peut en trouver même voilà, dans des grandes surfaces. L'idéal, c'est de prendre des systèmes qui sont antidérapants sous dessous du tapis et qui sont un peu moelleux pour que quand le pied se pose dessus, vraiment, ça soit confortable et bien sécurisé. Alors, les fameux tapis, eh bien, il existe donc des mailles antidérapantes qui peuvent se mettre sous les tapis. Il y a aussi des scotch. Voilà, aujourd'hui, ils ont vraiment fait, ils proposent beaucoup de produits qui peuvent permettre de garder ces tapis tout en évitant de glisser dessus. Donc voilà, essayez de voir avec l'ergothérapeute ce qu'il existe et en fonction du coup de votre sol, de voir ce qu'on peut vous proposer pour pouvoir garder vos tapis en sécurité. Au niveau des baignoires, alors il y a des tapis, tout le monde connaît les fameux tapis antidérapants que l'on met au fond de la baignoire, sauf que voilà, la plupart du temps, au bout d'un moment, les ventouses se décrochent ou sinon il faut les nettoyer ou sinon voilà, ça peut un petit peu être contraignant. Donc ils proposent maintenant des bandes antidérapantes que l'on vient coller sur le fond de la baignoire et qui permet du coup d'agripper le pied et d'éviter de glisser. On a une question, Constance, de Mireille. Les tapis sur les moquettes, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà rencontré? Comment on peut faire pour éviter justement qu'ils soient glissants? Alors bon, l'avantage du tapis sur la moquette, c'est qu'en fait, ça glisse pas. Du coup, le tapis est bien agrippé sur la moquette. La difficulté qu'il y a, c'est que du coup, ça fait une double épaisseur. Donc, le risque, en fait, c'est que le pied s'attrape dans le tapis dû à cette épaisseur-là. Donc là, pour le coup, sur le tapis, sur la moquette, il bouge quand même. Bon, alors, après, éventuellement, voir avec des petits clous de tapissier pour pouvoir au moins le fixer du coup au sol. Parce que s'il y a une moquette, c'est que le sol, ça doit sûrement être du parquet ou bon. Donc peut-être qu'avec des petits clous dans chaque coin pour au moins fixer le tapis. Merci beaucoup. Donc, être bien chaussé pour ne pas glisser, voilà, c'est la mode des chaussures léopard et autres, mais c'est vrai que voilà, le fait d'avoir des mules ne tient pas le pied. Si jamais, alors c'est très facile à enfiler, ça c'est l'avantage, ça évite de se baisser. Donc pour les personnes qui ont des difficultés à enfiler leurs chaussures, ça peut être plus facile. En revanche, si tout d'un coup votre pied commence à s'échapper de sa mule,
à ce moment-là, vous allez essayer de rattraper votre chaussure et vous allez glisser. Donc, il faut essayer de trouver des chaussures qui soient du coup vraiment qui englobent le pied, type mocassin ou autre. Là, je vous ai mis 2 exemples de modèles où en fait, ce sont des chaussures qui sont vendues en pharmacie ou dans des magasins de matériel médical et qui sont en fait, des chaussures thérapeutiques, c'est-à-dire qu'elles sont adaptées pour des pieds aussi qui sont un petit peu gonflés, parce qu'avec l'âge voilà, et certaines pathologies, on peut avoir les pieds gonflés ou un peu déformés. Et donc, voilà, ce sont des chaussures que vous pouvez trouver en pharmacie et qui ont un remboursement sécurité sociale. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de votre pharmacie. Alors, être équipé pour ne pas porter, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui me disent, bah voilà, moi, je cuisine, je prépare mon repas dans ma cuisine et après, je dîne ou je déjeune dans mon salon, ce qui est tout à fait normal. Mais la personne, bah, toute la journée, elle utilise une canne pour ses déplacements, mais par contre, bah, au moment de devoir transporter son assiette, eh ben, elle n'utilise plus la canne puisqu'elle a plus de main. Donc, elle prend le risque de se déplacer en portant un objet. Donc, sachez qu'il existe quand même des choses, notamment des tables roulantes qui sont étroites et qui sont vraiment adaptées pour des petits espaces, qui sont très faciles à utiliser et qui peuvent du coup permettre de transporter des éléments tout en sécurité dans votre appartement, en vous permettant en même temps d'avoir un appui, puisque cette table est réglable en hauteur et donc du coup, elle peut s'adapter à votre taille et donc vous permettre d'être adaptée pour vous. Être bien véhiculé pour mieux se déplacer. Donc, bon, la canne. Alors, aujourd'hui, ils font quand même des cannes qui sont beaucoup plus jolies, même si je sais que le côté voilà, stigmatisant de la canne dans la rue peut refroidir certaines personnes. Après, l'avantage aussi, c'est que si vous êtes un petit peu en perte d'équilibre et que du coup, vous vous sentez plus tellement en sécurité lorsque vous allez à l'extérieur, l'avantage de la canne quand même, c'est que les gens autour le voient et donc sont quand même plus vigilants. Donc, voilà, c'est à voir le pour et le contre, mais en tout cas, il existe aussi des cannes qui sont pliantes que vous pouvez mettre dans votre sac. Et du coup, bah, le jour où voilà, vous êtes un peu plus fatigué, vous sortez votre canne et ça vous permet de rentrer chez vous en sécurité. Après, il y a des déambulateurs. Bon, ça, il existe plein de modèles. Donc, pour le coup, c'est important d'essayer le modèle qui vous conviendra le mieux en fonction aussi de vos besoins. Et après, il y a un petit truc que moi j'aime beaucoup, c'est le caddie à pousser, puisqu'en fait, c'est un caddie qui est fait sur un châssis de poussette, et donc du coup, qui est très facile à manipuler et qui permet du coup de transporter vos courses en ayant un appui donc de face. Qui vous stabilise pendant vos déplacements et qui, en plus, au lieu de tirer le caddie, le fait de tirer son caddie, ça peut entraîner des douleurs aux épaules et donc ça peut être compliqué. Donc là, le fait de le pousser, ça stabilise les 2 épaules et ça vous permet un bon équilibre. C'est très discret aussi, c'est vrai que cet aspect de se dire finalement ça se voit pas forcément que j'ai besoin d'un appui et c'est un caddie qui ressemble à un caddie classique, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi peut-être. Oui, oui, parce qu'en fait, pour le coup, on en voit de plus en plus. Vous regarderez quand le confinement sera fini et que vous pourrez de nouveau aller faire vos courses, vous vous rendrez compte qu'en fait, on voit de plus en plus de caddies à pousser et que c'est pas forcément des personnes âgées ou des personnes en difficulté. Voilà, c'est vraiment un outil qui devient courant. Donc, faire un rangement rationnel. Donc, voilà, évitez d'avoir des objets que vous utilisez au quotidien qui soient en dessous de 50 cm ou au-dessus d'1,50 m. Alors, évidemment, ça dépend de la taille des uns et des autres, mais c'est vrai que si vous êtes obligé de monter sur un escabeau ou même sur un marchepied pour aller prendre appui, pour aller prendre un objet qui est en hauteur, vous risquez de tomber à ce moment-là. Donc, essayez vraiment de mettre vos objets quotidiens entre les cuisses et la hauteur des bras tendus. Voilà, mais pour éviter de faire des efforts et de prendre des risques de chute. Hop, alors, oups, je suis allée trop vite. Alors, s'équiper pour ne pas se baisser. Le fait d'utiliser une pince à long manche peut vous permettre d'attraper des objets
Voilà, c'est vrai que le fait par moment de se baisser peut entraîner un trouble de l'équilibre et du coup peut entraîner des vertiges. Donc il existe voilà, des pinces à long manche qu'on peut utiliser pour attraper des feuilles, des stylos. Il existe plein de modèles différents. Il y a aussi un système qui est pas très connu et qui est pour le coup très utile. Ce sont les prises, un réhausseur de prise. En fait, donc ça permet, on le branche sur la prise présente, qui est souvent du coup au ras du sol, surtout dans les appartements anciens, et on la met. Du coup, ça permet d'avoir la prise qui soit à 80 cm de hauteur ou à 1 mètre, voilà, en fonction du modèle qu'on prend. Mais en tout cas, d'avoir une prise qui, du coup, est beaucoup plus accessible. Donc, ça, c'est vraiment un système qui est super. Donc, s'équiper pour bien cuisiner, déguster, voilà, c'est important de pouvoir continuer à faire de la cuisine pour pouvoir bien s'alimenter et avoir une bonne santé. Une des premières choses que l'on voit, c'est que la personne manque de force ou en tout cas a des troubles au niveau du coup de la main, peut avoir des difficultés pour ouvrir ses bocaux, ses bouteilles. Donc, encore une fois, il existe plein de systèmes qui peuvent vous aider. Alors bon, après, si vous avez un casse-noix déjà chez vous, un bon vieux casse-noix, vous pouvez déjà utiliser ça parce qu'en fait, le principe, c'est d'avoir un manche pour vous aider à avoir une meilleure préhension. Donc, vous pouvez déjà essayer ce système-là si vraiment vous sentez que vous avez, notamment pour les bouteilles, du mal à ouvrir les bouteilles. Donc ça, c'est un autre modèle où vous voyez, il y a différentes tailles en fonction des bouchons, en fonction voilà, de ce qu'on doit ouvrir. Par moment, ça peut être difficile de rester debout pendant le temps de la cuisine. Donc, n'hésitez pas à avoir une chaise à proximité. Donc, soit ça peut être une chaise de cuisine standard, mais par rapport à notre mise en situation de tout à l'heure, c'est que parfois, la plupart du temps, les chaises sont dans les 42 cm de hauteur. Et donc, ça peut être aussi compliqué de se lever, de s'asseoir et de se lever, de s'asseoir tout le temps de la chaise. Donc, sachez qu'il existe des chaises qui sont du coup assis debout, qui sont du coup plus hautes, qui permettent de vous reposer en évitant d'avoir justement cet effort à faire au moment de se relever. Ça, c'est des rebords d'assiette. Donc, c'est pour des personnes à la base qui sont plutôt hémiplégiques, donc qui n'utilisent qu'un seul côté. C'est vrai que comme on peut pas pousser avec son pain ou avec son couteau, voilà, on peut avoir des rebords que l'on vient clipser sur le bord de l'assiette et qui peut permettre de venir buter pour rattraper les éléments. Des tapis antidérapants que l'on vient mettre sous les assiettes ou sous les verres. Voilà, alors ça, c'est des systèmes, encore pareil, pour les personnes qui sont souvent utilisés pour les personnes qui sont hémiplégiques. Mais bon, ça peut permettre aussi pour des personnes ayant des tremblements ou autres, pour éviter que l'assiette s'en aille au moment où on pioche dedans. Là, c'est un système qui, du coup, vient maintenir l'assiette ou le verre ou voilà, l'élément qu'on veut et qui vient le maintenir pour éviter qu'il s'échappe. Moi, par exemple, je l'ai déjà utilisé aussi sous des galettes de chaises. Vous savez, quand on a des chaises qui sont des chaises un peu anciennes, souvent dessus, on pose un petit coussin. Et en fait, le problème, c'est que là, par exemple, la dame, dès qu'elle se levait, le coussin tombait. Donc, finalement, elle devait ramasser le coussin par terre, le remettre sur la chaise. Et en plus, elle était à risque de chute au moment où elle s'asseyait. Si le coussin s'en allait à ce moment-là, toc, elle tombait aussi. Donc, par exemple, on a mis ce système-là en dessous de la galette de chaise qui a permis, du coup, de maintenir le coussin entre la chaise et le coussin. Donc, ça peut être utilisé pour d'autres choses. Je me suis désactivée. Là, c'est une planche pour découper. Voilà, le fait de temps en temps de devoir tenir, par exemple, une carotte et en même temps de l'éplucher ou de la couper, ça peut être compliqué au niveau coordination. Donc, il existe des planches avec des clous. Vous venez tenir le légume sur cette planche-là et comme ça, vous n'avez plus qu'à utiliser une seule main. Ah, j'ai tout qui est revenu. Non.
Et après, donc la fourchette à gros manches, ça, ce sont pour les personnes qui peuvent avoir de l'arthrose ou du coup l'appréhension fine devient compliquée et difficile. Voilà, sachez qu'il existe plein de couverts qui du coup ont des manches plus épais et qui du coup permettent d'avoir une préhension moins fine. Si c'est le cas, vous pouvez aussi utiliser des tubes en mousse que vous pouvez mettre autour d'un stylo ou autour de votre brosse à dents. Ou voilà, ça, pareil, vous pouvez en discuter avec l'ergothérapeute qui peut vous donner des conseils pour parce que si l'appréhension fine est compliquée pour une fourchette, elle doit l'être pour d'autres éléments de la journée. Et donc, on peut trouver des solutions pour vous aider. Alors, au niveau de la salle de bain, il y a la baignoire. C'est sûr que la baignoire, ça peut être compliqué d'enjamber la baignoire. Il existe des choses qui peuvent vous aider. Donc, pour rentrer dans la baignoire, vous avez des planches de bain ou des sièges pivotants. La planche de bain ou le siège, en fait, c'est des choses qui vous permettent de vous asseoir et ensuite de vous pivoter pour pouvoir entrer dans la baignoire. Ce qui fait que du coup, au moment de rentrer dans la baignoire, vous êtes assis. Donc, du coup, il y a beaucoup moins de risques de chute que quand vous enjambez la baignoire debout. Après, en fonction de l'autonomie, il faut vraiment essayer puisque la planche de bain peut convenir, mais le siège pivotant qui a des accoudoirs et des dossiers peut être aussi plus sécurisant. Donc voilà, il faut vraiment l'essayer. Après, il existe aussi, on voit en haut à droite, des sièges élévateurs de baignoire. Donc ça, ce sont pour les personnes qui ont besoin de prendre des bains ou adorent prendre des bains et du coup, elles veulent pouvoir continuer ce plaisir-là. Où il y a des personnes par rapport à leur maladie, elles ont besoin aussi de se détendre dans des baignoires. Donc, le siège élévateur de bain, c'est un système qui, du coup, monte au niveau de la baignoire. Vous vous asseyez, vous pivotez et ensuite, vous redescendez au fond de la baignoire. Et ça remonte après avec une petite télécommande. Vous remontez à la surface de la baignoire pour pouvoir ressortir. Alors, sachant que s'il n'y a pas assez de batterie pour monter et descendre, ça ne marche pas. Donc, vous ne risquez pas de vous retrouver bloqué au fond de la baignoire. Mais voilà, ça peut être un système intéressant. Après, si vous n'avez pas besoin de ça, parce que pour l'instant, vous arrivez à enjamber correctement la baignoire, il peut déjà juste y avoir un marchepied pour vous éviter de devoir enjamber une grande hauteur. Alors, attention au marchepied, il faut prendre un marchepied qui soit vraiment adapté et sécurisé et fait pour ça. N'allez pas prendre un petit marchepied acheté dans un commerce lambda où le pied entier ne va pas rentrer dessus sur la surface d'appui et du coup vous risquez de glisser, ça peut être pire qu'autre chose. Donc prenez vraiment un marchepied adapté pour ça. Il peut y avoir aussi des barres d'appui que l'on peut mettre, on voit en haut une barre d'appui que l'on peut mettre sur le rebord de la baignoire qui peut permettre d'avoir un appui justement au moment de rentrer ou de sortir. Alors pour la toilette et l'habillage, il existe plein de choses, mais voilà, je vous ai mis juste quelques exemples pour vous montrer que donc pour la toilette, pour les personnes qui ont des difficultés à se nettoyer le dos ou les pieds, voilà, ou la tête, on peut avoir des systèmes d'éponge à long manche qui du coup vous permet de vous laver plus facilement sans devoir trop se baisser. Ah oui, effectivement, la douche est idéale. C'est sûr que si on peut installer une douche, c'est bien. Après, la douche n'est pas toujours la solution non plus, parce que là, je vois qu'on parle de douche à l'italienne. La douche à l'italienne, ça peut être compliqué techniquement de l'installer, puisque souvent en étage, c'est pas possible, sauf si l'on creuse dans le sol, et donc à ce moment-là, le voisin n'est pas forcément très content qu'on creuse dans son plafond. Donc la douche à l'italienne en étage, c'est très compliqué. Mais par moment, le problème, c'est que si on se retrouve avec une douche qui a une marche de 20 cm, ça peut être compliqué de passer cette marche de 20 cm. Donc dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux mettre un système de siège sur la baignoire avec éventuellement l'aide d'une tierce personne plutôt que de devoir passer une marche de 20 cm et surtout d'engendrer de gros travaux pour finalement se retrouver en difficulté avec sa douche. Donc c'est ce que je disais, c'est que c'est avec l'ergothérapeute qu'il faut voir ça parce que c'est vraiment au cas par cas. Voilà, c'est vraiment personnalisé en fonction de beaucoup de choses.
Alors, pour revenir sur la toilette, l'habillage, tout ce qui est en fil chaussette, en fil bas de contention, il existe plein de modèles différents qui peuvent vraiment vous aider à au moins passer le talon. Parce qu'en fait, la difficulté que la personne a souvent, c'est qu'il faut mettre le bout du pied, mettre le talon, et après, elle arrive à monter sur le mollet. Mais voilà, ça, l'enfil bas peut vous aider à passer le talon. Pour les chaussures, c'est très peu connu, mais en fait, il existe des lacets élastiques qui peuvent vous éviter de devoir à chaque fois faire votre lacet, enlever le lacet. Là, vous le mettez une fois pour toutes et après, hop, vous enfilez le pied et ça vous permet de garder des chaussures de ville standard, voilà, et de pas forcément avoir des trucs à scratch, même si c'est la mode aujourd'hui. Quand on a un certain âge, on n'a pas envie d'avoir des chaussures à scratch. Alors, je regarde juste de mes vies avec marche limitée. Oui, bon, en effet, des pompes d'aspiration, des systèmes qui peuvent permettre de mettre des douches de plein pied, il y en a plein. Mais encore une fois, il faut vraiment faire attention à l'environnement et voir les pompes d'aspiration. Donc, c'est un système qui permet en effet l'évacuation de l'eau. Donc, comme ça, on n'a plus qu'à mettre un bac extra plat qui va faire 4 cm, 4-5 cm. Mais par exemple, un bailleur, souvent, n'accepte pas de poser des pompes d'aspiration parce que le problème de la pompe d'aspiration, c'est qu'il y a de l'entretien, que c'est technique et que du coup, si la pompe d'aspiration tombe en panne, le locataire se retrouve en difficulté et le bailleur ne veut pas s'engager à faire cet entretien-là. Donc, c'est vrai que voilà, l'idéal, c'est, comme dit Aurélie, l'idéal, c'est de pouvoir faire la visite avec l'ergothérapeute et le technicien ou la société de travaux tout de suite pour voir justement en fonction de l'environnement et de la pathologie, des capacités de la personne. Le duo ergothérapeute et société de travaux ou technicien, c'est quand même le mieux. Alors, au niveau des toilettes, donc pour les personnes qui ont eu des difficultés au moment de s'asseoir ou de se relever tout à l'heure des toilettes, il peut exister des choses sans forcément que ça soit des grands aménagements. Vous avez une image avec un cadre de WC qui vient se mettre autour de la cuvette des toilettes, qui est réglable en largeur, qui est réglable en hauteur, et en fait, ça vous permet d'avoir des accoudoirs. Ça, au moment de s'asseoir et de se relever, ça peut vraiment vous sécuriser et voilà, vous permettre d'éviter de mal vous asseoir et donc de tomber. Après, il y a des réhausseurs de toilettes. Donc, souvent pareil, le réhausseur de toilettes, c'est assez stigmatisant. On dit c'est moche et puis comment je vais faire par rapport à mes petits-enfants quand ils vont venir. Bon, il y a des réhausseurs de toilettes qui s'enlèvent et se mettent très facilement sur les toilettes. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez, quand vous avez besoin, vous l'installer et dès que vous avez fini, vous l'enlevez. Comme ça, au moins, ça vous permet, vous, de vous asseoir et de vous relever plus facilement puisque le réhausseur va vous augmenter la hauteur des toilettes entre 8 et 10 cm. Donc, ça peut vraiment vous faciliter. Alors, attention aux toilettes, il y a quand même une hauteur à respecter par rapport à l'élimination. Parce que quand vous êtes assis sur les toilettes, c'est important que vous gardiez un certain angle entre du coup votre buste et vos jambes pour pouvoir avoir une élimination correcte. Donc si vous, avec le réhausseur, vous avez juste la pointe des pieds qui touche au sol, ça ne convient pas parce que dans ces cas-là, vous allez risquer d'avoir des risques de constipation et voilà, des problèmes après. Donc, dans ces cas-là, ne mettez pas de réhausseur, mais par contre, mettez peut-être une barre d'appui ou un cadre de toilette qui peut vous aider au moins à avoir un véritable appui pour vous relever. Alors oui, en effet, il existe des petits tabourets que l'on peut se mettre aussi sous les pieds. Quand vous avez les pieds qui ne touchent plus trop au sol, vous pouvez quand même mettre un tabouret sous les pieds pour pouvoir en effet rehausser. Alors après, bon... encore une fois, c'est à essayer parce que le problème, c'est qu'une fois que vous êtes assis, du coup, il faut installer le petit tabouret, donc il faut se pencher. Donc, vous voyez, ça peut engendrer des manipulations qui peuvent être compliquées pour certaines personnes. Mais en tout cas, ça peut être une solution. Au niveau de la chambre,
Et d'ailleurs, du salon aussi, il y a des pieds sur élévateur. Tout à l'heure, on parlait donc de la hauteur d'assise. La plupart du temps, on est dans les 40, 42, 43 cm de hauteur pour une assise, ce qui peut être compliqué. C'est vrai que souvent, on dit qu'une l'auteur idéale, c'est 50 cm. Encore une fois, ça dépend de la morphologie de la personne. Si la personne fait 1,50 m, ça va pas être ça. Mais voilà, en fonction de chacun, si l'assise est trop basse, au lieu de devoir changer tout son mobilier, ce qu'on n'a pas forcément envie de faire, il existe des pieds que l'on peut venir mettre sous les pieds du canapé ou sous les pieds du fauteuil ou sous les pieds du lit et qui peuvent permettre du coup de rehausser entre 5 et 9 cm de hauteur. Après, il y a des pieds de différents formats, différentes matières et tout ça. Donc ça, c'est encore une fois à essayer, c'est indispensable. Pour le lit, souvent on n'a pas d'appui quand on est sur un lit. On veut se retourner, donc on prend appui au matelas et finalement c'est pas très stable. Donc sachez qu'il existe des barres que l'on peut glisser entre le sommier et le matelas. Et ces barres d'appui viennent se mettre sur le côté du lit, ce qui permet d'avoir un appui au moment de s'asseoir, au moment aussi de se retourner dans le lit. Ça peut vous permettre d'attraper quelque chose. Et au moment de se relever pour avoir du coup un appui stabilisé. Voilà, vous pouvez avoir une petite table, un adaptable à côté de vous pour avoir votre boîte de mouchoirs, votre téléphone et puis les choses dont vous avez besoin pendant la nuit, voilà, à proximité et facile d'accès. Et après, c'était au niveau des réveils. J'avais mis un exemple de réveil pour montrer que il y a des réveils qui peuvent être plus lumineux que d'autres, qui peuvent être sonores, qui peuvent être vibreurs. Voilà, il existe plein de choses en fonction des difficultés que vous rencontrez qui peuvent quand même vous permettre de pouvoir être réveillé le matin. Être connecté pour être en sécurité. Alors, de plus en plus au niveau des nouveaux téléphones, voilà, il y a des gammes du coup qui sont adaptées aux seniors, avec du coup soit des grosses touches ou soit des fonctionnalités qui peuvent permettre de grossir les caractères, de changer les couleurs, voilà, d'adapter en fonction de la personne. Donc ça peut être sur des smartphones. Mais vous avez aussi des gammes où pour le coup vous avez des téléphones qui sont simplifiés avec du coup des grosses touches, avec des touches rapides. Quand vous appuyez sur le A, hop, vous tombez sur Thomas et comme ça tout est plus simple. Après, les systèmes de téléassistance. Alors pareil, le téléassistance, souvent on dit oh là là, mais j'en ai pas besoin. Eh ben, à la limite, tant mieux si vous en avez pas besoin. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez quand même prendre un abonnement et que vous utilisiez en bracelet ou en médaillon. Mais souvent, finalement, le bracelet, c'est souvent plus facile à garder. Le médaillon, on a toujours tendance à vouloir l'enlever. Donc, en bracelet et au moins, le jour où vous aurez une difficulté, vous aurez de quoi faire appel à quelqu'un. Après, si vous avez un téléphone et que vous avez l'habitude de l'avoir avec vous, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un système de téléassistance. Mais voilà, si vous êtes isolé ou seul à domicile, voilà, le système de téléassistance est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos mairies. Voilà, il y a des partenariats qui sont faits et qui peuvent être intéressants. Et c'est des petits abonnements qui sont mensuels et qui souvent les mairies prennent une bonne partie de l'abonnement. Donc voilà, pour la sécurité, ça peut être intéressant. Alors, juste pour revenir un petit peu sur l'ergothérapeute, au domicile, l'ergothérapeute propose de venir faire donc une évaluation qui du coup va permettre de discuter avec la personne pour voir un petit peu quelles sont ses habitudes de vie. En fonction de ça, on va identifier quelles sont les difficultés qu'elle peut rencontrer justement pendant ses habitudes de vie. Donc ça, c'est un premier temps d'évaluation. Et après, on va proposer une mise en situation, c'est-à-dire que on va dire à la personne, venez, on va aller voir un petit peu votre environnement. Notamment, par exemple, le fameux test des toilettes où on va dire à la personne, montrez-moi comment vous faites pour vous asseoir et vous relever de vos toilettes. Et c'est là qu'on va identifier avec elle si on observe une difficulté ou pas.
Voilà, et donc comme ça, on va regarder un petit peu globalement le quotidien et voir un petit peu ce qu'on pourrait conseiller comme préconisation. Après, donc l'ergothérapeute rédige un compte-rendu qu'elle transmet à la personne ou aux partenaires, en tout cas, qui sont présents pour ce dossier-là. Alors, dans le cadre des interventions d'Adaptia, ce qu'on propose, c'est aussi d'aider la personne à réaliser les devis et les essais de matériel. Parce que c'est vrai que moi, en tant qu'ergothérapeute, je me suis rendu compte que plusieurs fois, la personne se retrouve avec le compte-rendu de l'ergothérapeute, ce qui est déjà super, sauf que derrière, elle ne sait pas quoi en faire. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est éventuellement de la mettre en contact avec des sociétés de travaux ou de matériel. Si elle en connaît, eh ben à ce moment-là, on peut, nous, se mettre en contact avec les sociétés pour pouvoir établir un devis, du coup, en fonction des préconisations qu'on a fait. Voilà, et du coup, se mettre en lien avec le professionnel qui va intervenir par ailleurs. On propose aussi des essais de matériel parce que par moment, on a l'impression que certaines aides techniques peuvent être utiles et finalement, on se rend compte que une fois qu'on met en situation, eh ben, ça ne convient pas. Par exemple, le réhausseur de toilette, moi plusieurs fois ça m'est arrivé, au moment d'essayer le réhausseur de toilette, on se rendait compte que finalement ça n'allait pas. Donc on a essayé de trouver une autre solution, mais au moins ça a évité que la personne achète un réhausseur de toilette, qu'elle ne l'utilise pas et qu'il finisse au fond d'un placard et voilà. Donc c'est vraiment important d'essayer les préconisations et de les valider avant de les acheter. C'est voilà le rôle aussi du revendeur de matériel et du coup voilà, faut surtout pas hésiter à demander d'essayer les choses que l'ergothérapeute vous a conseillées. Après, si l'ergothérapeute peut être là, c'est super. S'il peut pas être là, ça n'empêche pas quand même que le revendeur vienne vous essayer le matériel. Et après, donc, on propose aussi un suivi du coup de la mise en place des préconisations, notamment au niveau des travaux. C'est vrai que s'il y a besoin, on peut revenir, se mettre en lien avec la société de travaux et éventuellement revenir à la fin pour vérifier que ça correspond bien aux préconisations qu'on avait dit et valider ça. Donc ça, c'est plus par rapport aux bailleurs, par exemple, qui peuvent avoir besoin d'une vérification par l'ergothérapeute avec le locataire et l'artisan qui a fait les travaux. Donc, pour finir, les points importants, c'est on ne va pas chambouler tout votre domicile. L'ergothérapeute, il vient pour discuter avec vous, pour identifier les points qui peuvent être compliqués au quotidien et vous conseiller. Ce qui est sûr, c'est que c'est vous qui resterez le décisionnaire de ce que vous allez faire ou ne pas faire. Donc, au moins, vous serez informé. Si vous décidez de ne pas mettre en place les préconisations de l'ergothérapeute, au moins, vous serez au courant. Et si quelques mois après, vous avez besoin, et ben à ce moment-là, vous pourrez le recontacter ou vous pourrez mettre en place les choses. C'est indispensable que la personne accepte les aménagements qui sont mis en place et qu'elle se les approprie. Parce que si on lui met en place, par exemple, un siège dans sa baignoire et que finalement, elle ne se sent pas du tout à l'aise pour l'utiliser, eh ben, elle va arrêter de faire sa toilette dans la baignoire. Donc, du coup, c'est vraiment indispensable de valider les préconisations avec elle. Donc, on nous pose la question de savoir si on oriente vers les aides et les possibilités de financement. Donc, on essaye en fait d'en effet de conseiller la personne sur les aides qui sont existantes, sur les financements possibles. Et après, on fait le lien avec le réseau donc de proximité, sachant que nous, Adaptia, on monte pas mal de projets avec des clics, avec des CCAS, voilà, avec des structures sociales qui peuvent derrière prendre le relais pour accompagner les personnes. Voilà. Et s'il y a besoin, on travaille même avec des assistantes sociales qui peuvent aider à monter des dossiers de financement. Voilà. Donc, on essaye en effet de ne pas laisser la personne toute seule comme ça face à son dossier et on essaye de l'accompagner. Mais après, on n'est pas assistante sociale. Donc, on retransmet vers les personnes qui sont adaptées pour ça.
Oui, il y aurait presque besoin presque de l'objet d'une visioconférence complète sur le financement de ce type de projet qui peut être effectivement assez compliqué, mais qui est possible, hein. C'est vrai qu'il y a quand même des solutions de financement selon votre territoire, selon votre caisse de retraite, selon plein d'éléments qui peuvent être intéressants. Super, merci beaucoup Constance. Est-ce qu'on se garde un petit peu de temps peut-être pour des questions? Si certaines personnes ont des questions à te poser, à poser à Charlotte, également pour Pascal de Movadom. Donc il y a Tatiana. Tac, tac, tac. Ah oui, pour le financement. Donc Tatiana, vous nous dites que ça pourrait être intéressant. Parfait. Très bien, merci Fabienne aussi. Je pense que la partie financement, c'est quelque chose auquel on va penser pour peut-être une prochaine visio. Donc merci beaucoup Constance. N'hésitez pas à répondre à notre questionnaire satisfaction pendant qu'on répond aux différentes questions. Vous avez juste à cliquer sur le petit slide là, il y a marqué cliquer ici, donc vous appuyez dessus. Vous allez être envoyé vers un formulaire avec plein de petites questions pour vous. C'est aussi pour nos financeurs, donc merci d'y répondre. Alors, on a Evelyne qui nous demande les escaliers. Ouais. Alors, j'en ai parlé un petit peu des escaliers intérieurs, extérieurs aussi. C'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment personnalisé puisque ça dépend un petit peu de la configuration de votre pavillon. Voilà, la plupart du temps, c'est de pouvoir mettre des mains courantes ou de mettre des rampes pour pouvoir vous permettre d'avoir un appui au moment de monter et descendre les escaliers, de sécuriser aussi avec peut-être des systèmes qui peuvent éviter de glisser. Donc des systèmes antidérapants, voilà. Et après, sinon, voilà, il existe aussi des monte-escaliers ou des plateformes, mais ça, après, ça commence à être dans des investissements beaucoup plus onéreux. Mais déjà, peut-être que dans un premier temps, vous pouvez voir avec un ergothérapeute, voir un petit peu ce qui pourrait être mis en place au niveau de votre escalier. Merci Constance. C'est vrai que là, on a eu plein d'astuces pour vous, si vous êtes aidant également et que vous avez une personne dont vous vous occupez qui commence à avoir des problématiques de mobilité. Ce qui m'a beaucoup plu, Constance, c'est ce côté économique avec des petites astuces qui peuvent être parfois finalement très simples, qui peuvent être aussi assez discrètes parce que je pense que c'est aussi ce côté non stigmatisant et puis presque joli parce que j'ai vu une belle canne avec des petites fleurs qui est plutôt sympathique finalement et ça change. Alors, une autre question sur la prise en charge par le dispositif Bien chez moi de l'Agir Carco. Est-ce que la prestation d'Adapsia peut être prise en charge? Alors en fait, Adapsia intervient pour Agir Carco, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire votre demande auprès d'Agir Carco et eux vont orienter vers un ergothérapeute. Il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui font partie de ce réseau-là, donc en fonction de votre lieu d'habitation, ils vont vous orienter vers un ergothérapeute qui fera partie de ce réseau. Après, si c'est sur la zone, alors nous on est Adapsia, on est un réseau national, mais pour le coup, au sein du dispositif Bien chez moi, on n'intervient que dans le 92. Donc après, ça sera les autres ergothérapeutes. Il y a beaucoup d'ergothérapeutes du réseau d'Adapsia qui font partie aussi du réseau Bien chez moi. Donc vous inquiétez pas, elles sont tout à fait professionnelles et sauront bien vous orienter aussi. Très bien. Donc, en tout cas, l'Agir Carco peut être un bon premier contact pour faire passer une ergothérapeute, un ou une ergothérapeute d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est financé, qui peut être financé par l'Agir Carco selon certaines caractéristiques, j'imagine. Oui, alors Charlotte. En effet, voilà, Charlotte nous répond en effet, pour avoir bénéficié de Agir Carco, il faut du Bien chez moi, il faut avoir plus de 75 ans. Et par contre, il faut savoir que Agir Carco, c'est juste la première évaluation de l'ergothérapeute, que derrière, la personne n'est pas accompagnée pour faire les essais et les devis. D'accord. Donc, c'est une première partie. En tout cas, ça peut être une première piste pour commencer pour ceux qui sont intéressés suite à cette visioconférence.
Très bien. Donc pour ceux qui le souhaitent, je vais vous envoyer à tous un email avec les coordonnées évidemment de tous les intervenants, le lien vers le questionnaire satisfaction et le replay, parce que je vois que certains n'ont pas pu arriver dès le départ, il y a peut-être eu des problèmes techniques, ou vous pouvez avoir envie de partager aussi cette visioconférence, donc n'hésitez surtout pas. Je vous remets les différents contacts. Donc, je vais reprendre le contrôle. Hop. Donc, pour les évaluations ergothérapeutiques, Adapsia, donc Constance Leblanc qui vous a fait cette présentation aujourd'hui. Vous avez ses coordonnées sur l'allié pour l'accompagnement au déménagement des seniors, Pascal Macias. Vous avez son téléphone et son mail, donc n'hésitez pas à la contacter. Merci beaucoup à tous pour votre présence et merci, c'est très gentil, on a des très bons retours. Merci Tatiana. Un grand merci, prenez soin de vous, faites attention à vous dans cette période et n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour d'autres visioconférences. On en fait chaque semaine, tous les jeudis matins et une fois par mois maintenant pour les professionnels, le mardi matin également. À bientôt Marie-Christine, merci Evelyne, à bientôt Stéphane, merci.